On va passer à la dernière séquence de cette émission. Ce sont les 5 dernières minutes, le film de la semaine. On va prendre 5 actualités de la semaine qui viennent d'avoir lieu et on va vous demander de les commenter. Ça nous permet d'élargir. C'est Pierre qui commence. Alors, le vendredi 13 juin, il y a un socialiste, Mehdi Ouaroui, qui a lancé une pétition contre la proposition du chef de l'État de nommer Jacques Toubon défenseur des droits. Est-ce que pour vous, c'est une erreur de casting? Joker. Question suivante. Voilà, on gagne du temps. On a le droit à un joker dans cette émission, nous semble-t-il. Oui, mais un seul. Manuel Valls a déclaré, je crois que c'était samedi, devant le Conseil national du PS, que la gauche peut mourir. Vous partagez cette inquiétude? Je partage son inquiétude. Je n'aurais pas utilisé la même phrase, chacun a ses mots. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention à l'appréciation des Français par rapport aux partis politiques d'une manière générale. Et à la gauche par rapport à la droite, quel contenu idéologique, quelle différence, etc. Bonnet blanc, blanc bonnet, j'évite des bonnets rouges. Il y a un vrai souci d'appréciation du rôle des partis politiques par les citoyens français. Et le vote du Front National en est exemple. C'est-à-dire qu'on vote sur des phrases, sur des slogans, on ne vote plus par attachement à des convictions. Donc il faut savoir réécrire nos convictions. Et c'est vrai que j'entends, et là-dessus Manuel Valls a raison, moi j'entends quand je vais sur les territoires, arrêtez de vous engueuler. Alors, arrêtez de vous engueuler, cela dit, il y a un autre socialiste qui, dans une interview au Monde le même week-end, Emmanuel Morel, qui est le leader de l'aile gauche du Parti Socialiste, a demandé une primaire à gauche en 2016, y compris en cas de candidature de François Hollande. Moi j'ai pas été choquée, parce que je suis jamais choquée, mais j'ai été un peu en colère. J'aime bien Emmanuel Morel, c'est mon député européen. S'il y avait eu une primaire dans le Grand Ouest français, est-ce qu'il aurait été député européen dans le Grand Ouest français? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors il y a ça d'une part. Donc si François Hollande est candidat en 2017, il faut lui laisser la voie libre. Je l'ai déjà dit il y a quelques jours. Pour moi, depuis le lendemain de son élection, mon candidat, je soutenais Martine Aubry aux primaires. J'ai fait la campagne de François Hollande avec tous les élus de France que j'ai eu l'honneur de porter en tant que mobilisatrice des élus de France. Le lendemain, mon candidat pour la prochaine élection, pour 2017, c'était François Hollande. Et moi, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on sorte un peu, y compris de nos sujets qui sont extrêmement intéressants d'organisation territoriale de la République française. Mais il faut qu'on parle du rôle du président de la République. Il est en train de faire des pas énormes pour la stabilisation du monde. Ce qu'il a obtenu au niveau européen, dont on ne parle plus, ce qu'il a fait le 6 juin, le discours du 6 juin, l'interrogation qu'il pose sur la montée du djihad en Irak, sur l'état de la Syrie, sur le problème de la Libye, sur le Centrafrique par rapport au Mali. C'est une critique qu'on fait à François Hollande, très bon sur la scène internationale, peut-être un petit peu moins sur les résultats attendus au niveau national. Est-ce que notre président doit être comptable de l'action quotidienne du gouvernement? Non, c'est le gouvernement qui est comptable de l'action quotidienne, puisqu'il nous confie mandat. Mais je pense qu'on ne parle pas assez de son rôle sur... Moi, ce qui m'importe, c'est le XXIe siècle. Le XXIe siècle, on va avoir des grands chantiers. L'indépendance alimentaire, la protection des mètres carrés agricoles, etc. Mais on va avoir de grands chantiers sur la stabilisation de l'Europe et du monde. Il y a un risque de guerre. Il y a un risque déflagrateur. Et je pense que moi, je soutiens François Hollande pour qu'il continue son action là, aujourd'hui. Il faudra du temps. Et il faut du temps pour une action gouvernementale. Et d'ici 2017, on aura montré que ce n'est pas simple. On va réussir. Autre actualité de la semaine écoulée, dans le Parisien, Cécile Duflot a dénoncé ce week-end un nouveau recul après que Manuel Valls, le Premier ministre, ait annoncé que la loi ALUR, sa loi sur le logement, serait amendée, assouplie. Est-ce qu'il faut assouplir, par exemple, l'encadrement des loyers, qui est une des mesures phares de cette loi? Je ne vais pas vous répondre, je ne vais pas faire ni langue de bois ni vérité. J'avais un débat ce matin... Il n'y a plus de joker. Hein. Non, mais j'avais un débat ce matin à l'observation... à l'Observatoire du foncier régional d'Île-de-France. C'est très compliqué. Les promoteurs me disaient qu'il faut faire attention. On a un recul de la demande. J'ai toujours trouvé intéressante cette idée de l'encadrement des loyers. Alors, une mesure de gauche, selon Cécile Duflot. C'est une mesure de gauche. Mais c'est une mesure difficile. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on garde l'objectif. Est-ce qu'il faut regarder la façon de la mettre en musique? Je ne suis pas assez précise sur ce dossier pour vous répondre précisément. Mais je pense qu'il faut garder en tout cas cet esprit parce que les Français et les Franciliens en particulier vous parlent tellement souvent du prix du loyer qui bouffe le reste. Lundi, Siemens et Mitsubishi ont déposé une offre de rachat aux administrateurs d'Alstom.
C'est une offre restreinte et complexe, la création de plusieurs co-entreprises. Et donc, on semble assez loin de l'Airbus franco-allemand de l'énergie, promis par François Hollande. Est-ce que c'est vraiment une meilleure offre que celle de General Electric? Alors moi, je ne l'ai pas lu. Je fais le tour de France, des régions, je n'ai pas lu. Moi, j'ai toujours trouvé intéressant l'offre de General Electric. Je le dis comme je le pense, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure offre. J'ai confiance en plus en General Electric. Mais c'est vrai que j'entends l'argument stratégique. Et c'est vrai que l'arrivée de propositions européennes est intéressante. Si je vous répondais que j'ai choisi, je ne serais pas raisonnable, pas responsable, parce que je n'ai pas suffisamment détaillé. Regardons les deux. Et puis, dernier jour, mais en fait le dernier jour c'est demain, c'est en Conseil des ministres, Ségolène Royal doit faire une communication, doit esquisser la loi énergie. Vous n'avez pas l'impression qu'elle est insuffisante aux yeux des écologistes et que Fessenheim, on va progressivement laisser ça de côté? Je pense qu'on ne va pas laisser Fessenheim de côté, parce que le sens de l'intérêt général nous commande de regarder... Donc on va bien fermer Fessenheim, ce sera bien dans le projet. Vous avez lu l'avant-dernier rapport qui a été publié, oui. Qui n'est pas enthousiasmant et pas optimiste. Sur le coût du nucléaire. Voilà. Je pense que c'est compliqué. À la fois, il faut empêcher les rejets de CO2 et le nucléaire n'en rejette pas. Le climat n'est pas concerné par le dossier du nucléaire. On oublie toujours de rappeler que la ressource pour faire tourner des centrales nucléaires, elle aussi, elle est finie. C'est-à-dire qu'elle est déterminée. Et qu'on n'aura pas... L'uranium. On n'aura pas autant d'uranium qu'on veut, peut-être sur 2 siècles. Donc faisons attention à ne pas dire que le nucléaire est la seule porte de sortie, comme j'entends parfois, y compris par certains syndicats ou certains partis politiques, pour nous protéger des effets climat, parce que ceux qui sont en train, dans d'autres pays du monde, de construire leurs propres outils nucléaires vont utiliser leur propre uranium. Donc le rééquilibrage nucléaire-énergie nouvelle se fera. Il est indispensable. Il est long, il est difficile. Regardez à l'ouest où vous venez parfois, le chantier des hydroliennes est enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on a vraiment du résultat, on a beaucoup de résultats. Mais Ségolène Royal a raison de dire que le problème majeur aujourd'hui technico-politique, c'est le stockage de l'énergie. Et il faut que l'Europe lâche un peu de financement pour qu'on règle le stockage de l'énergie. Si on règle le stockage de l'énergie, c'est-à-dire des grosses piles, pour expliquer à la population où on concentre l'énergie pour la redistribuer, alors on aura des marges de manœuvre importantes. Quand il y a beaucoup de vent, vous avez beaucoup d'énergie. Si vous la stockez pas... On a des belles entreprises dans l'Ouest qui On a des très belles entreprises Bolloré, qui sont prêtes. etc. Voilà. Pourquoi ne pas monter un pôle justement Nous autour du stockage? voulons monter un pôle de stockage, pourquoi pas à l'Ouest. Il y a 2 ou 3 autres entreprises concernées, y compris. Mais nous avons besoin d'Europe. Parce que c'est le problème de beaucoup de pays et c'est assez cher en termes d'expérimentation, de recherche, de développement sur le stockage. Mais je pense qu'elle a raison, Ségolène Royal, c'est la clé.